Donc, ce soir, nous accueillons Fernanda Alt, qui vient nous parler de l'ouvrage qu'elle a publié dans la collection qui est dirigée par l'Institut supérieur de philosophie, qui est la collection Bibliothèque philosophique de Louvain, publiée aux éditions Peters. Alors, je dis quelques mots sur Fernanda avant de lui donner la parole. Je la présente, je l'introduis. Fernanda Alt a obtenu un doctorat en philosophie à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Renaud Barbaras et de Marcos Gleiser. Sa thèse a donné lieu à ce livre, donc, qui s'intitule L'anthologie de Sartre sur la spectralité dans l'être et le néant, et qui est donc l'ouvrage dont elle va nous parler ce soir. Alors, à savoir, ce livre a remporté le prix de la meilleure thèse de philosophie au Brésil, un prix décerné par le CAPES, qui est une institution du ministère de l'Éducation. La thèse a reçu ce prix en 2018. Fernanda Alt, je le précise, a également une formation, une pratique clinique en psychologie phénoménologique, discipline qu'elle enseigne également. Et Fernanda est actuellement boursière postdoctorale en philosophie à l'UFSCar, c'est-à-dire l'université fédérale de São Carlos, au Brésil donc, où elle mène des recherches sur le thème de l'atopie du sujet. Alors sur un thème intitulé Atopie du sujet, appartenance et identité. Tout cela grâce à une bourse de la FAPESP. C'est la fédération, j'imagine, pour la recherche, la fondation pour la recherche à Sao Paulo. Donc Fernanda vient donc nous parler de ce livre imposant, et je précise pour celles et ceux qui voudraient se le procurer après la conférence que l'éditeur Peters propose une réduction de 20% sur ce livre jusqu'au 4 janvier, Nathalie me confirme, et je crois pour en bénéficier, il faut tout simplement se rendre sur le site des éditions Peters. Sur la page du livre, il y a un bon de réduction à télécharger. Voilà, on le dit parce que ça peut être intéressant. Alors, sans plus attendre, je passe la parole à Fernanda Alt, que je remercie d'être parmi nous ce soir. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureuse d'être ici à Louvain-la-Neuve à l'invitation de Nathalie Fagnon et Sylvain. Merci pour la gentillesse de m'avoir accueilli et de m'avoir invité. Et aussi à tout le comité éditorial de Peters pour cette publication que me rend très, très honorée de faire partie de la collection Bibliothèque philosophique de Louvain. C'est vraiment un honneur pour moi et je suis très contente d'être ici, de pouvoir être ici en présentiel, et aussi les gens qui sont ici ce soir pour parler de mon travail. Et comme Sylvain l'a déjà dit, j'ai une thèse que j'ai fait en Cochutel à Paris 1 avec Renaud Barbaras et à UERJ, l'Université de l'État de Rio de Janeiro, avec Marcos Gleiser. Et maintenant, je suis en recherche postdoctorale à l'Université fédérale de São Carlos. Et je remercie aussi à FAPESP, São Paulo Research Foundation, de m'avoir permis d'être à Paris pour pouvoir venir à Louvain-la-Neuve ce soir. Bon, je fais une introduction avant de passer à des détails pour comprendre après ce que j'ai appelé l'anthologie de Sartre. Je sais que c'est un titre qui peut inspirer de curiosité et même ça peut être un peu étrange si on pense à tout ce qui a été publié sur Sartre, et j'espère de pouvoir vous donner une idée de ce que j'ai fait dans ce travail.
Je vais vous parler donc de cette lecture que j'ai faite de l'ontologie sartrienne et d'un l'être hellénéen, mais je travaillais aussi tous les textes phénoménologiques qui ont abouti dans cette ontologie, ainsi que les différences entre ces textes, différences de périodes, pour poser les problèmes et essayer de donner des réponses à ces problèmes. J'appelle cette lecture ontologie parce qu'elle veut mettre en évidence les rôles fondamentaux des relations des entises dans l'ouvrage et comment ces relations permettent de surmonter un problème principal, à savoir le problème du dualisme. Par cette mise en évidence des rapports des entises, on verra surgir une région ontologique qui échappe à une division tranchée entre être et néant, c'est ce que j'ai appelé la spectralité. Il s'agit d'une région beaucoup plus riche que celle que le dualisme supposerait, c'est-à-dire deux régions pur néant et pur être, parce qu'elle révèle qu'on a affaire, en effet, dans cette ontologie, à une multiplicité de modes d'être, au lieu de deux modes d'être, justement, qui méritent bien d'être explorés et mis en évidence. Si on se tient à un cadre dualiste, on n'arrive pas à remarquer toute cette multiplicité, ainsi que d'en tirer ses conséquences philosophiques, psychologiques et politiques. C'est alors un problème fondamental qui oriente d'une certaine façon ce qu'une pensée comme celle de Sartre peut nous fournir par rapport à ses conséquences, et aussi pour prendre à nouveau jour cette pensée dans les débats contemporains, où elle a souvent figuré comme quelque chose qui doit être dépassé ou qui n'est plus à la mode, des choses que j'ai entendues souvent, qui amène une politique d'une liberté souveraine qu'on pourrait même aujourd'hui comprendre dans un cadre d'une subjectivité néolibérale, par exemple. Reprendre Sartre dans ces contextes, c'est alors remettre en cause les principes de son ontologie après un certain nombre de critiques qui ont été déjà faites jusqu'ici. On peut dire que dans la réception de sa pensée, une lecture hégémonique s'est formée qui privilégie ce que j'ai appelé les pôles lumineux de sa philosophie, c'est-à-dire la transparence de la conscience avec son rejet de l'inconscient et toute forme d'opacité, le pouvoir de la liberté, du choix, de l'action, du projet de soi, etc. On peut dire que cette lecture est issue d'une critique très répandue à la pensée de Sartre, critique qui a orienté d'une certaine façon toute une réception de sa philosophie avec cette image lumineuse et pour cela très problématique qu'est la critique du philosophe et ami de Sartre, Maurice Merleau-Ponty. Pour cette raison, je crois que c'est par le biais de la critique de Merleau-Ponty qu'on peut mettre la pensée de Sartre à l'épreuve, la pousser à ses limites et par là faire ressortir quelque chose de nouveau. Dans ce sens, je suis d'accord avec Jean Bourgault quand il dit, je le cite, « Lire Sartre à partir des critiques de Merleau-Ponty permet bien souvent de souligner l'originalité et la profondeur de la position sartrienne. » Fin de citation. Dans ce sens, cette démarche ne vise pas à élaborer une espèce de défense de Sartre vis-à-vis la critique de Merleau-Ponty, mais d'en profiter pour accéder au problème philosophique fondamental de la pensée de Sartre, mais aussi du débat contemporain autour de la question du sujet, et plus particulièrement et finalement sur un héritage de Descartes. Bon, pour parler un peu de la structure du livre, j'ai divisé le travail dans 3 parties, dont la première partie s'appelle ontologie et négativité. C'est la partie justement où je travaille la critique de Merleau-Ponty, où je formule les problèmes que les autres parties vont essayer de répondre ou de résoudre, tout en prenant ce fil rouge de la question du dualisme. Alors, la deuxième partie, j'appelais les premiers niveaux de contestation.
Ça veut dire que je conteste la critique de Merleau-Ponty, mais en prenant, disons, des aspects plus explicites dans le texte de Sartre pour montrer où cette critique s'est trompée, mais où elle reste légitime et valide. Et ce que je fais, c'est que je déplace à la fin, je vais vous en parler tout à l'heure, je déplace à la fin cette critique que Merleau-Ponty a fait à un dualisme spécifique que je n'étais pas d'accord, mais je les déplace, cette critique, pour penser d'autres dualismes, que le deuxième niveau de contestation, que c'est justement l'ontologie, vient résoudre ou essayer de les résoudre. Pour ça, je commence justement avec les problèmes du dualisme et comment je l'ai compris à partir de cette critique de Merleau-Ponty. Je choisis ce fil rouge du dualisme parce que je pense que c'est vraiment ces points qui est au fond de toute la critique de Merleau-Ponty à la pensée sartréenne, mais aussi parce que Sartre lui-même commence et termine son ontologie en parlant de ces problèmes. C'est-à-dire qu'il était attentif au risque de dualisme, mais on doit se demander, comme il le fait d'ailleurs dans la conclusion de l'ouvrage, s'ils parviennent à les résoudre. C'est-à-dire que la question du dualisme non seulement traverse l'être hellénien en entier, mais aussi la hante. Et la méthode de lecture qu'on peut mener dans cette question va définir d'une certaine façon les réponses qu'on peut fournir à ces problèmes. Parce que Sartre, même s'il commence l'être hellénien par un éloge à la pensée moderne qui a réussi à supprimer un certain nombre de dualismes qui embarrassaient la philosophie, ce sont les toutes premières lignes de l'être hellénien. Il nous présente ensuite, encore dans l'introduction, deux modes d'être qui semblent forger un nouveau dualisme, ce qui peut mettre en risque toute la proposition ontologique qui s'ensuit. Sartre en était conscient parce qu'il avoue dans la conclusion, je le cite, mais après la description de l'en-soi et de pour-soi, il nous avait paru difficile d'établir un lien entre eux et nous avons craint de tomber dans un dualisme insurmontable. Ça, c'est à la fin. Bon, pour cette raison, quand Sartre propose dans l'introduction ces deux régions ontologiques principales, il appelle le pour-soi et l'en-soi, à partir des analyses de l'être de cogito pré-réflexif et de l'être de phénomène, il est fait malgré son sentiment qu'il s'agit d'une mauvaise perspective. Ce sont des mots à Sartre, qu'il commence par une mauvaise perspective. Quand même, il parle de ces deux régions comme deux régions absolument tranchées et incommunicables. Et par là, on peut remarquer déjà une certaine ambiguïté, c'est-à-dire en même temps qu'il fait des analyses à travers des descriptions qui renforcent le dualisme, il les assouplit tout de suite en disant qu'il s'agit des analyses provisoires, une mauvaise perspective, etc. Alors, je pense qu'on peut rester avec cette ambiguïté tout au long de cet exposé. Je suis restée avec ce sentiment-là tout au long du travail, au point même de confronter Sartre à lui-même dans la troisième partie. J'ai bien aimé Jean-Luc Aymeric, le professeur Jean-Luc Aymeric, quand il était à ma soutenance, qu'il a dit, on peut dire que la première partie, c'est Merleau-Ponty contre Sartre, la deuxième partie, c'est Sartre contre Merleau-Ponty, et la troisième partie, c'est Sartre contre Sartre. Justement parce que je prends les éléments implicites pour contester des moments où il renforce le dualisme, où il semble mettre ces problèmes à un niveau qu'on peut plus les résoudre, mais avec les éléments qu'on trouve quand même dans les textes, même si c'est avec une distance créative que je lis les textes, mais quand même on peut trouver dans les textes les éléments qui peuvent contester ses propres positions.
Bon, cette méthode de lecture va privilégier cette division pour soi en soi à sa manière. Chaque méthode va privilégier cette division pour soi en soi à sa manière. Il y en a ceux qui croient que le dualisme établi dans l'introduction va définir tout ce qui vient ensuite, comme si les autres modèles qu'on peut y voir sont une sorte de variation combinatoire de ces paires initiales, et d'autres qui vont contester cette division initiale. De ma part, je crois au contraire que ce qui va être affaibli par les autres modes qui surgissent après l'introduction, c'est justement cette division. On va voir que les cas de dualistes ne rendent pas compte de donner un sens précis à une série de modettes qui seront des modes spectraux, pour des raisons que je vais expliciter tout à l'heure. Donc, l'option est la suivante. Soit on se maintient dans un cadre dualiste et on considère tous les modèles qui ne sont pas conformés au dualisme comme contradictoires et on ne peut pas bien les comprendre. Par exemple, quand Sartre parle du pour autrui, il dit explicitement le pour autrui n'est ni un pour soi, ni un en soi. Je ne sais pas comment on peut le comprendre si on reste, par exemple, limité à ces pairs. Soit on sort de ces cadres et on légitime ces autres modes d'être dans un statut ontologique propre. La question est que même si on fait le choix mais il y a un plus de ça, la question est que même si on fait le choix de se baser sur ce dualisme initial, c'est-à-dire de faire confiance à ce dualisme initial, on trouve une vraie difficulté parce que ces définitions, plus que provisoires, ne sont pas assez solides. Et là, je voudrais parler un peu de ça pour qu'on puisse voir que Sartre n'est pas vraiment précis dans ses descriptions du soi et de l'en-soi. Bon, si on prend les lectures répandues, ceux qui on parle de Sartre normalement dans des cours et dans des conférences, on peut rapidement dire que le pour soi et l'en-soi sont comprises comme étant la version sartrienne de la corrélation phénoménologique, c'est-à-dire le sujet et l'objet, ou la conscience, le monde. J'ai même une citation d'Alain Badiou qui dit, je le cite, la conscience et son objet, les idéations et l'idéal, les pôles noétiques et les pôles noématiques, ou dans la variante sartrienne, le pour soi et l'en soi. Alors, est-ce qu'on peut faire cette équivalence? Est-ce qu'on peut le comprendre comme ça? Je pense que la chose est un peu plus complexe. Pourquoi? Sartre définit l'en soi d'abord comme l'être du phénomène. Il donne une série de caractéristiques, il est contingent. C'est une région du principe d'identité. Il n'est pas conscient de soi. Il utilise aussi des métaphores assez matérialistes pour parler de l'en-soi, c'est-à-dire il est massif, il est empâté de soi-même. C'est que je pense qu'il y a un problème, ça nous pose un problème, que ça peut donner raison à une certaine critique de Merleau-Ponty, où il a une pure positivité. Alors on se demande, est-ce que l'en soi est l'objet perçu? Est-ce que l'en soi, ce sont les choses du monde? De l'autre côté, le pour soi, c'est le sujet, l'être de la conscience pré-réflexive. Alors, cette région ontologique, c'est la région de la conscience, du rapport à soi, et à reprendre les métaphores matérialistes, un être qui a été décomprimé, un trou dans l'être, un verre dans le fruit.
Et aussi, ils nous sont présentés, peut-être c'était ça la mauvaise perspective dont Sartre parlait, on ne sait pas. L'en soi et le pourçois l'en soi est présenté comme l'être de cette table, l'être de ces paquets de tabac, ce qu'il dit dans l'introduction. Mais, comme l'a déjà remarqué Vincent Courbiter, l'en soi n'a rien de matériel, parce que si on comprend que Sartre dit, par exemple, que le passé est un en soi, on ne peut pas considérer le passé comme un objet perçu. On peut penser on peut essayer d'objectiver les passés dans une réflexion, mais les passés comme structure de la temporalité extatique pour soi, il n'est jamais un objet de perception, il n'est jamais un objet de réflexion, il n'est jamais objectivé. Mais quand même, ça te dit que le passé est un en soi. Et j'ai quelques citations ici pour montrer un peu ce qu'il dit qu'il n'est pas précis et qu'il dit des choses qu'on ne peut pas bien comprendre. Par exemple, je cite Sartre, il dit « Le passé que j'étais est ce qu'il est. C'est un en soi comme les choses du monde. » Il dit ça. Comment le passé peut être un en soi comme les choses du monde? Ça, je ne sais comment il peut dire ça. Dans une autre citation, notre passage, il dit, en un sens, le passé qui est à la fois pour soi et en soi, rassemble à la valeur pour soi. Donc, dans cette autre citation, il dit que le passé est à la fois pour soi et en soi. Et les problèmes, ces imprécisions, on les trouve un peu plus au long du texte. Par exemple, il définit l'être de la valeur comme étant un en soi pour soi. C'est la définition de l'être de la valeur, et c'est une structure de modèle du pour soi. Il dit, et ça c'est juste pour vous montrer de description. Ce qui manque, ce que le pour soi manque, c'est le soi, ou soi-même comme un soi. Et dans cette citation, alors, il dit que le soi, c'est soi-même comme un soi. Et là, on ne peut pas non plus considérer cet un soi comme un objet perçu, comme quelque chose qui pourrait renvoyer à l'objet pour un sujet. Dans un autre passage, il dit la valeur est comme l'en soi absent qui hante l'être pour soi. Donc là, il a un type de soi qui est absent. Et plus loin, il dit il ne faudrait pas confondre toutefois cet en soi manqué avec celui de la facticité. L'en soi de la facticité dans son échec à se fonder, c'est réabsorber en pure présence au monde pour soi. L'en soi manqué, au contraire, est pure absence. Bon. On peut se demander, est-ce qu'il y a plusieurs façons d'être en soi? Comment ces différences sont-elles données dans une même définition? Sartre proposera par ailleurs d'autres modèles qui n'en sont pas exactement en soi. Et là, je vais prendre le terme de Sartre, il y a des ombres en soi, des néants en soi, des fantômes en soi. Appartiennent-ils tous à une même catégorie? Peuvent-ils être réellement compris si l'on maintient un dualisme rigide? Alors, je bascule de l'autre côté, le pour soi, pour montrer aussi cette complexité. On les comprend normalement comme synonyme de sujet, mais si on analyse en détail les structures immédiates du pour soi, c'est tout un chapitre de l'être le néant, les structures immédiates du pour soi, on va voir que chaque structure, il y a une description particulière, et dans cette description, certains mélanges de l'en soi et de pour soi. Par exemple, j'appelle dans le livre le pour soi sujet, quand il se réfère vraiment au sujet. Le pour soi sujet, il a des structures de son mot d'être.
la présence à soi, la facilité du pour soi, les possibles, la valeur, et après les circuits des psyché. Mais si on prend les structures de pour soi, la présence à soi, par exemple, c'est du pour soi. Mais la facilité du pour soi, c'est de l'en-soi qui s'énéantise. Et la valeur, c'est du pour soi en soi. Alors, dans la description du sujet pour soi, on a des sous-descriptions qui a de l'en-soi et du pour soi. Et ça, si on voit en détail, on doit penser plutôt pour soi et en soi comme des régions ontologiques. C'est un peu ma conclusion après avoir réfléchi un peu à cette complexité, qu'on ne peut pas équivaloir pour soi en soi, sujet-objet. Mais on doit plutôt penser à des régions ontologiques, régions de principe d'identité, régions de la région consciente, etc., pour comprendre un peu mieux, même si peut-être Sartre lui-même était un peu confus, mais il nous semble plutôt le pour soi comme une région ontologique, l'en-soi comme une région ontologique qui est pour soi sujet, pour soi objet, et c'est pour ça que j'appelle parfois dans les livres pour soi sujet. Bon, cela étant dit, je passe justement à la critique de Merleau-Ponty qui va mettre un peu, va bouger un peu ça dans un sens qui va être vraiment les cadres de discussion de ce que l'ontologie doit prendre compte pour penser la question du dualisme. Je pense que Merleau-Ponty, dès ses premiers travaux, il élabore une critique qui demeure présente à peu près sur les mêmes points jusqu'à les visibles et l'invisible, jusqu'à son dernier ouvrage, interrompu, on le sait, par sa mort. Il donne de différentes nuances, il parle un peu différemment dans chaque moment, mais je crois que, vous allez voir, je crois que les points principaux sont déjà présents dans la phénoménologie de la perception. Dès la phénoménologie de la perception, où on sait qu'ils avaient plus d'affinité, qu'ils étaient même plus proches et amis. Bon, mais il y a deux textes avant la phénoménologie de la perception. Un texte de 1945, La querelle de l'existentialisme, où c'est curieux parce que Merleau-Ponty, il défend Sartre des critiques justement sur des points qui lui-même il va attaquer après pendant toute sa vie. Mais quand même il dit même s'il défend Sartre, il dit déjà les livres restent trop antithétiques, ce qui préfigure la question du dualisme. Il manque une théorie de la passivité, qu'on sait que Merleau-Ponty a toujours fait cette approche à la philosophie sartrienne. Dans un autre petit texte, Jean-Paul Sartre, un auteur scandaleux de 1947, il défend d'une certaine manière la conception du rapport à autrui, ce qui nous étonne un peu aussi parce que déjà dans la phénoménologie de la perception, il y a une critique à la théorie de l'intersubjectivité chez Sartre. Alors, dans la phénoménologie de la perception, on voit qu'il y a des points, des affinités, comme par exemple, on privilège la conscience pré-réflexive comme ouverture préjudicative au monde, mais on trouve déjà des oppositions et que j'ai pointé un peu aquí sur deux points que je pense qu'ils vont
rester jusqu'au visible et invisible, que la transparence, le problème de la transparence de la conscience, le pouvoir illimité de la liberté, ce qui ne permet justement pas de passivité chez le sujet, les rapports à autrui comme un rapport d'objectivation. Par rapport à la transparence, Merleau-Ponty nous dit, je le cite dans Phénoménologie de la perception, si nous sommes en situation, nous sommes circonvenus, nous ne pouvons pas être transparents pour nous-mêmes et il faut que notre contact avec nous-mêmes ne se fasse que dans l'équivoque. Fin de citation. Pour lui, la perception est toujours opaque, la conscience transparente chasse la possibilité d'illusion dans les niveaux conscients. Je vais revenir à ça après par rapport au problème de la transparence de la conscience et de la maîtrise du sujet sur soi et de l'inconscient, le problème de l'inconscient. Le deuxième point, dans cette période, déjà, une critique de la liberté sartréenne, une liberté qui ne trouve pas de barrières, parce que c'est justement à travers ces libertés que les obstacles existent et que les motivations gagnent force. Du coup, la liberté reste la même pour Merleau-Ponty, elle n'est pas touchée, elle reste à un degré zéro dans toutes nos actions. Et la conscience est une donation d'essence active, unilatérale, centrifuge. Merleau-Ponty nous dit, je le cite, il nous faut remettre en question l'alternative du pour soi et de l'en-soi qui rejetait l'essence au monde des objets et dégageait la subjectivité comme non-être absolu de toute inhérence corporelle. Et là, on commence à voir déjà cette idée d'un sujet de survol qui n'a pas, avec Barbara, qui n'a pas d'appartenance au monde, qui n'a pas d'inhérence au monde, et qui survole le monde, et avec ce pouvoir centrifuge de la conscience, donne un sens au monde, mais sans lui appartenir. C'est pour ça qu'il y a une espèce de domination de cette conscience sur le monde qui va être beaucoup plus critiquée après dans Sartre et l'ultra-bolchevisme, que je vais faire quelques remarques aussi tout à l'heure. Bon, il critique déjà une temporalité instantanéiste où chaque moment équivaut à l'antérieur, parce que la liberté, comme elle est création ex nihilo, elle est choix absolu, elle se détache complètement du passé et elle se choisit à chaque fois sans cette inscription dans le passé, sans cette inscription au monde. Et c'est pour ça que cette temporalité instantanéiste est liée à cette liberté de survol. Et là, on peut penser à Antoine Roquentin, le personnage de La Nausée, parce qu'il montre, il a un exemple de ses présents sans cesse. Il regarde autour de lui, il dit, il n'y a que du présent. Il critique avoir un passé comme quelque chose que les hommes sérieux aiment avoir, comme il appelle un passé de poche, quelque chose comme une sorte de propriété. Et il est d'une certaine façon fier de vivre que dans le présent. Et là, on peut dire qu'il est très affiné avec cette critique de Merleau-Ponty de l'instantanéisme. Du coup, le faire est sans valeur, la liberté est toujours garantie, dit Merleau-Ponty, comme notre état de nature, parce qu'elle demeure justement intacte. Et les rapports à autrui, il pense que si on pense les rapports à autrui par des rapports d'objectivation, parce que Sartre pense que dans la rencontre avec autrui me donne objective mon être et me donne un être pour autrui, qui a un côté objectivé de mon être. Pour Merleau-Ponty, si on pense la relation à l'autre par ces rapports d'objectivation,
on n'a pas vraiment une expérience de l'altérité, parce que ça veut dire que ça veut dire que cette dimension de pour autrui doit être dans la dimension même de pour soi. Elle ne peut pas être une dimension à côté ou séparée de la dimension de pour soi. Et je vais garder ça parce que je vais passer sur ces points encore 2 ou 3 fois, parce que ça, c'est très important. Et là, dans ces moments, ce sont des points de ce que je organisais comme première période de la critique. Et après, la deuxième période, que c'est un moment où ils ont une rupture politique envers 1953. Après une discussion, Sartre-Lefort autour des articles de Sartre, les communistes de la paix, où Merleau-Ponty trouve que Sartre cherche à faire une justification désespérée du communisme. Il écrit les textes Sartre et l'ultra-bolchevisme, qui est publié dans les Aventures de la dialectique. C'est un texte où il arrive à appeler Sartre terroriste. C'est vraiment, mais c'est très intéressant comme texte parce que on voit bien la liaison entre ontologie et politique. C'est-à-dire, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que Merleau-Ponty dit dans ce texte, il montre très bien comment les bases ontologiques amènent à une politique de domination et une politique qui prend les mondes comme quelque chose de figé, de déjà donné, comme si les événements n'auraient pas un mouvement propre. Et comment on peut penser, on n'est pas pensé une dialectique à partir de ces bases ontologiques. Donc, on peut dire que cette critique qui était déjà esquissée dans la phénoménologie de la perception, elle apparaît dans ces moments, dans cette critique politique où Merleau-Ponty montre la dichotomie entre homme et chose. À nouveau, cette liberté pure, liberté sans racine, dans l'instantanéisme, et c'est-à-dire que les actions, elles n'ont pas un rapport avec le mouvement dialectique où les actions se construisent, se développent. Ce sont des actions instantanées qui Merleau-Ponty lie avec la défense que Sartre fait du Parti communiste à cette époque. Et l'impossibilité aussi de penser les sociales, justement parce qu'il s'agit de sujets, de consciences isolées, où il n'y a pas de médiation, où il n'y a pas d'autrui, dans cette philosophie du cogito qui était déjà critiquée avant. Et finalement, la période de l'invisible, l'invisible, c'était les moments où je plongeais vraiment dans cette critique du dualisme, parce que Merleau-Ponty, il dit que la philosophie de Sartre est une philosophie de la négativité pure qui débouche dans un positivisme et dans un dualisme insurmontable. Alors, le primat de la négation, ça veut dire que Sartre, il vide complètement le sujet. Il dit que le sujet, il est un rien, il est Sartre disait ça dans un article auparavant. La conscience est comme un grand vent. Et il vide tellement le sujet. Il conçoit le sujet comme une pure extase sur l'être, que cette vide se transforme dans une espèce de chose. Il y a un reste cogitant assez particulier, mais quand même une sorte de chose parce que rien ne peut toucher cette sphère pure de ce sujet. Et de l'autre côté, l'un soit comme pure positivité, on retombe dans un réalisme naïf que la phénoménologie, pour la phénoménologie, n'est pas acceptable parce que ça casse vraiment la corrélation phénoménologique, parce que
l'en-soi se donne indépendamment de la relation avec un sujet. Donc, pour Merleau-Ponty, on a d'un côté le sujet qui est pure négativité et de l'autre côté l'être qui est pure positivité. Et les rapports au fond entre ces deux pôles, ce sont des rapports entre deux choses, entre deux positivités. Et là, c'est un parallélisme positiviste. Aucun des deux pôles, dit Merleau-Ponty, n'est par conséquent affecté, transformé, mélangé par cette rencontre, entre guillemets, entre étrangers. Alors, Sartre reste dans cette relation ambivalente qui n'admet pas d'ambiguïté, c'est ce que Merleau-Ponty va travailler. Et il reprend à nouveau la critique à la conscience sartrienne comme force centrifuge de donation de sens, que dans ces moments il appelle pouvoir d'ontogenèse. À nouveau, pour souligner que le sujet est le seul témoin d'un monde. Et là, il y a un problème aussi pour l'intersubjectivité, parce que c'est pour chaque sujet, chaque sujet est un pouvoir d'ontogenèse, le monde est une sorte de dispute, de rivalité, de création de sens qui vient de ces foyers créateurs isolés. Il n'y a pas un intermonde, justement, comme il dit. Et bon, un dernier point, justement sur l'intersubjectivité, il dit que cette manière de Sartre comprendre le pour autrui fait qu'au fond, nous n'avons pas de relation à l'autre, mais avec notre côté objectivé. Il dit il y a au moins 4 termes dans la relation à autrui. Mon pour soi, mon pour autrui, le pour soi de l'autre, le pour autrui de l'autre. Et si ce qui m'atteste l'existence de l'autre, c'est le fait que l'autre m'objective, alors mon rapport, c'est avec moi-même, mon côté objectivé. Il n'y a pas de rencontre avec l'autre. Il n'y a pas non plus et en plus l'altérité, parce que l'autre apparaît seulement comme non-moi, comme quelqu'un qui a ce pouvoir de m'objectiver et pas dans sa singularité. Enfin. Bon, pour dire rapidement une première contestation de cette critique, pour passer à l'ontologie, Bon, je vais essayer de passer un peu rapide dans cette partie pour passer à cette partie pour aller directement à l'ontologie. On peut dire cette équivalence que Merleau-Ponty fait entre pour soi et en soi, néant et être, on ne peut pas la faire. On ne peut pas dire que le pour soi est un pur néant. Que l'en soi est une pure positivité, c'est vraiment un problème qu'on doit rendre compte dans l'ontologie. Mais pourquoi on ne peut pas dire que le pour soi est un pur néant? Parce que, justement, il y a la structure de la facticité dans l'être le néant qui empêche que le pour soi soit une négation pure. Parce que dans l'être le néant, la négation, le néant est toujours une néantisation de l'être. Il y a une antériorité de l'être par rapport au néant. Et le néant, c'est que ça s'appelle l'acte ontologique, et c'est justement la facticité de pour soi, c'est que le pour soi surgit d'une néantisation de l'être qu'il est. C'est pour ça que Sartre décrit ce mot d'être comme il est ce qu'il n'est pas ce qu'il est. Il ne dit jamais il n'est pas. Alors, c'est vrai qu'il surgit aussi de la négation de l'en-soi qu'il n'est pas. Alors, on a affaire à une double négation dans les surgissements de pour soi. C'est la négation de l'en-soi qu'il n'est pas, que ça s'appelle la négation interne, et la négation de l'en-soi qu'il est, que c'est l'acte ontologique. Ce qui fait Merleau-Ponty, c'est qu'il reste sur la négation interne. Ce qu'il appelle dans les visibles et l'invisible nègre-intuition.
Il reste là, il ne voit pas, il passe sous silence sur l'acte ontologique et il négligencie, c'est aussi un mot qu'utilise Michael Dufresne et aussi Beauvoir, il négligencie la fixité du pour soi. Alors, la négation est un acte, il s'agit d'une négation existentielle et pas d'une négation logique. Elle ne peut pas être comprise indépendamment de l'être qu'elle nie. Et un autre point important, c'est que si le pour soi est un en soi qui se néantise, ça veut dire qu'il y a une communauté ontologique, une solidarité entre le pour soi et l'en soi. Le fait que les deux sont de l'en soi. Mais la différence ontologique est justement que le pour soi néantise son propre être. On peut dire d'un autre mot que le pour soi est un être au monde qui est aussi un être au milieu du monde, et c'est là qu'on va poser la question de l'appartenance justement du pour soi au monde. La fixité ouvre cette épaisseur de l'en-soi néantisé, et on va demander par le biais de l'ontologie qui est ce qui reste de l'en-soi, dans le pour soi après cet acte ontologique. Parce que même si on dit qu'il y a un acte ontologique et que le pour soi est un en soi qui se néantise, si cette néantisation élimine complètement cette appartenance, c'est-à-dire cet en soi qu'il est, s'il n'y a pas de reste, s'il n'y a pas un en soi qui demeure d'une certaine manière dans les sphères pour soi, alors on va avoir un dualisme à nouveau, mais pas entre pour soi et en soi, mais entre être et néant dans la structure même de pour soi. En plus, dans la relation autrui, quand Sartre dit que l'autrui me donne un pour autrui, que c'est une sphère objectivée de mon être, il postule aussi les régions pour soi et pour autrui comme incompatibles. Et là, on doit se demander s'il y a un autre dualisme entre pour soi et pour autrui dans la réalité même du pour soi. Juste une remarque sur la critique de Merleau-Ponty, c'est que je n'étais pas d'accord. Moi, je reprends une position de Vincent de Courtobiter qui disait que Merleau-Ponty se réfère en réalité à la conscience nue, c'est-à-dire aux premiers travaux de Sartre où on trouve vraiment cette gratuité, cette conscience qui n'a pas de facticité. Il ne voit pas le changement de la théorie du temps qui se passe à la fin des années 30, où Sartre introduit justement la facticité. Il change sa théorie d'une temporalité instantanéiste pour la temporalité extatique. Comme il ne voit pas ça, il comprend les pour soi comme on pourrait comprendre la conscience nue des premiers travaux de Sartre. Et aussi, il prend les chapitres de l'être lénien sur la transcendance, où dans les 50 premières pages, Sartre parle du pour soi comme connaisseur. C'est très compliqué parce que il appelle connaissance dans cette partie de l'être lénien justement l'intuition de l'être par le sujet. Cette relation de l'intentionnalité, il appelle connaissance. C'est la présence. Du coup, il ne parle pas des autres extases, du passé, du futur, et il fait une abstraction justement du corps et de cette inhérence que je viens de parler de la facticité. Et dans cette partie, oui, il parle de pour soi comme un pur néant. Et Vincent de Courtobiter dit que Merleau-Ponty se base dans ces pages et justement pour équivaloir le pour soi en pur néant. Et on sait que ça, c'est pas possible.
Alors, la conclusion, c'est qu'il fait une bonne critique, mais dans un mauvais endroit. C'est pas vraiment là où il faut critiquer. Il faut déplacer la critique au dualisme. C'est une bonne critique, mais ce que j'appelais le dualisme résiduel, de ces premiers niveaux de contestation, que c'est le dualisme entre être et néant, dans la réalité même du pour soi. Il y a aussi les problèmes de voir l'en soi comme pure positivité et le dualisme entre subjectivité et objectivité qui correspond justement à la dimension pour soi et pour autrui du pour soi. Et bon, j'ai pris un peu de temps pour arriver à l'ontologie, mais ce sont ces problèmes-là que j'ai posé pour essayer de répondre dans un autre niveau, et c'est justement l'ontologie. Je prends en termes de Jacques Derrida, mais je dis tout de suite que c'est pas dans le sens derridien de terme. J'emprunte ces termes justement pour marquer que dans l'ontologie de Sartre, la hantise, elle est omniprésente et elle a un rôle fondamental sur toute l'économie de l'ouvrage. À mon avis, c'est la hantise qui va permettre de penser comment ces régions qui sont isolées dans les cas de dualistes, dans ces dualismes résiduels que je viens de poser, être et néant, subjectivité et objectivité, comment ces régions peuvent passer l'une de l'autre. Parce que Sartre, il dit que ces régions sont incompatibles. Par exemple, quand il parle de pour soi et pour autrui, il dit que ces régions, elles sont incompatibles, mais il donne une première piste dans les cahiers pour une morale qui dit, mais on peut dire que l'une hante l'autre. Et là, je me suis demandé, qu'est-ce que ça veut dire, l'hantise, que c'est la seule relation qu'il a pensé être possible entre des régions qu'il vient de dire que sont incompatibles. Et j'ai commencé à remarquer, et là, la lecture de Derrida, je peux dire qu'il a changé ma manière de lire l'être lénéen, parce que j'étais très sensible à tous les mots fantômes, à toutes les descriptions de choses qui révélaient de l'espectral, c'est-à-dire des modèles on ne peut dire ni si est présent, ni si est absent, c'est vivant ou c'est mort, et c'est quelque chose de non localisable, mais qui produit un effet, une sorte de présence invisible, et là, on les retrouve partout dans l'être lénéen. Et là, je peux dire que la lecture de Derrida a complètement changé à ma manière de lire, c'est que les descriptions sartriennes qui aujourd'hui j'appelle les spectrales. Juste une remarque que dans la traduction brésilienne, et je ne dis pas que c'est une mauvaise traduction, mais dans la traduction au Brésil de l'être lénéen, on ne peut pas remarquer l'omniprésence du verbe hanter, parce que le traducteur a traduit hanter par 3 mots différents, et la traduction n'est pas bonne dans ce sens-là, parce qu'il traduit pour envahir, infester, de sens un peu étrange, parce qu'on a assombrar, on a une traduction qui marche très bien avec le sens en français. Mais bon, je ferme cette parenthèse pour dire que on retrouve tout au long de l'être lénéen le verbe hanter. Ça a été déjà remarqué par Daniel Giovanangeli, qui dit que le verbe hanter traverse l'être lénéen. Mais pas au point d'appeler l'être lénéen une ontologie, mais vraiment au sens derridien, je pense qu'on peut pas le faire.
mais on peut mettre en évidence ces relations d'antise et essayer de comprendre le sens. Par exemple, Sartre dit en premier lieu que la hantise est une condition nécessaire à toute négation. Et là, il met dans une place quand même un peu essentielle. Il dit la condition nécessaire pour qu'il soit possible de dire non, c'est qu'un non-être soit une présence perpétuelle en nous et en dehors de nous. C'est que le néant hante l'être. Et il ajoute que cela signifie que l'être est antérieur au néant et le fonde. Ça, c'est une première fois que la hantise apparaît d'une manière importante. Mais après, la hantise apparaît dans des contextes différents. Par exemple, on verra que l'être est toujours hanté aussi par les néants. On sait que moi, je vais appeler le monde hanté et que Sartre appelle le ilia, c'est les plans vraiment phénoménologiques qu'il présente justement dans ces chapitres sur la transcendance. Mais on peut dire que la hantise est constitutive aussi du pour-soi sujet parce que justement, c'est que j'ai parlé de l'acte ontologique. Il y a quelque chose qui doit rester, il y a quelque chose de l'en soi qui doit rester dans cette sphère purifiée du pour-soi. Et c'est justement cette contingence originaire de l'acte ontologique qui hante, qui continue à hanter le pour-soi. Et cela est tellement essentiel qui c'est l'aspect qui constitue le pour-soi comme fuite de la contingence. Le pour-soi est un projet, un désir d'être qui fuit sa contingence originelle pour trouver un fondement pour son être. Et pour qu'il puisse fuir, il est nécessaire qu'il reste quelque chose là, présente d'une certaine manière pour qu'il puisse fuir. Et ce reste dans soi hante le pour-soi comme sa contingence originaire. Il est défini comme fuite. Du coup, je pense que c'est aussi très important. De l'autre côté, disons, vers où le pour-soi se dirige, l'être de la valeur, dit Sartre, est le soi en tant qu'il hante le cœur du pour-soi comme c'est pourquoi il est. Je sais que ça peut faire beaucoup des termes techniques, mais c'est juste pour montrer que la hantise apparaît quand même dans des moments importants dans l'ontologie. En parlant de moments importants, Sartre il décrit la présence au monde pour soi comme une hantise. Je le cite, être dans le monde, c'est hanter le monde. Bon, par rapport au dualisme entre subjectivité et objectivité, comment le pour soi peut exister à la fois comme pour autrui et être pour soi si ces régions sont incompatibles? Sartre dit, avec cet être que je suis, quelle sorte de rapport puis-je entretenir? Il va dire que justement, la hantise, cette hantise de mon côté objectif, dans mon côté subjectif, qui empêche que le pour soi se détache, se livre ou n'est pas affecté, passé pour autrui qui est donné par les regards de l'autre. Et là, je passe un peu parce qu'il y a plusieurs sens du verbe hanter en français, aussi de fréquenter, habiter, et je explorais un peu ça aussi, en passant dans ces champs, dans cette subjectivité hantée, comme un terrain d'une certaine façon où on peut trouver des habitations, des modes, des spectres
qui justement habitent cette sphère qui était considérée comme pure, intouchable dans la critique de Merleau-Ponty. Et cette idée de visite et d'habitation, elle apparaît dans des descriptions de Sartre lui-même. Par exemple, quand il décrit les objets psychiques qu'il appelle des ombres dans soi, et c'est un terme aussi très significatif si on pense qu'il y a aussi cette critique autour de l'idée de la translucidité et de l'opacité. Alors, on trouve un moyen intermédiaire que c'est l'ombre, que ce sont les objets psychiques, ce sont des modes créés par un type de réflexion que Sartre appelle réflexion impure. Et ces objets, ils ont une sorte de fréquentation, ils rendent visite un peu au sujet. Il y a une sorte d'indépendance de la conscience de ces objets, mais ils sont intimes en même temps. Alors, comment on va comprendre cette vie psychique qui est constituée par un type de réflexion? Du coup, ce ne sont pas des habitants, des résidents, disons, du champ conscientiel, mais ne sont pas non plus des objets du monde, ne sont pas non plus arrachés au sujet. Et la hantise, elle vient montrer cette relation de habitation de ces produits de la réflexion. Et ça donne des exemples très simples. Par exemple, si j'ai, par exemple, bon, il n'y a pas de crise d'anxiété, mais comme c'est très fort aujourd'hui, on peut dire comme ça, j'ai ma crise. Et ma crise, c'est pas moi. C'est quelque chose qui arrive à moi, mais en même temps, c'est quelque chose qui vient de moi. Et c'est un peu cette relation. Ah, je peux pas faire ça, sinon ma crise, elle va arriver. Et là, c'est justement ces relations avec un spectre. Et c'est moi, mais ce n'est pas moi, c'est pas une chose, mais en même temps, c'est quelque chose qui c'est difficile à nommer, mais qui fait partie de ma subjectivité quand même, qui fait partie de mon sens d'être. Et c'est dans ce sens que ça intéresse beaucoup à la psychologie aussi. Alors, la hantise du regard, c'est un des points les plus marquants et les plus significatifs. Et aussi, c'est un point qui vraiment approche les analyses de Derrida des analyses de Sartre. Parce que Derrida, à partir d'un spectre de Marx, mais j'ai travaillé aussi un peu des interviews, il parle de la spectralité en liaison avec les regards, avec l'effet d'être regardé sans pouvoir justement voir d'où viennent les regards. Et ça, je trouvais vraiment très sartrien, au sens où les regards de l'autre, quand Sartre parle du regard de l'autre, il en parle justement de ces regards qui viennent de nulle part. Et on dit pas, c'est pas un regard de quelqu'un dans mon champ perceptif qui me regarde maintenant, mais c'est un bruit, c'est une lumière qui s'allume dans la fenêtre, qui a déjà le pouvoir de modifier complètement la structure du pour-soi, que c'est sans regarder, que c'est objectif. Alors cet autre, ces regards, c'est un regard spectral, parce qu'on ne peut pas dire d'où il vient, on ne peut pas l'intuitionner, et là, Derrida montre comment on sort du paradigme intuitionniste. Si on prend cette couche spectrale, on va rendre compte des modes qui ne sont pas donnés à l'intuition, justement. Ce sont des modes qui sont là, qui sont présents d'une certaine manière, mais pas en chair et en eau, comme dirait Husserl.
mais quand même qui produit des effets réels. Et Sartre, il nous donne plusieurs descriptions de tous ces modes qui ne rentrent pas dans les cadres dualistes en utilisant les mots fantôme. Ça, c'est très marquant, vraiment. Il parle de temporalité fantôme, espace fantôme. Le pour autrui, c'est un esquisse fantôme de mon être. La conscience pré-réflexive, c'est une dualité fantôme. Et bon, il y a des ombres, les objets imaginaires sont aussi des objets fantômes. Et non seulement le fait qu'ils appellent tous ces mots d'être du terme fantôme, mais aussi les descriptions très spectrales de ces mots d'être. Par exemple, quand il parle de l'ego, il a les analyses de la transcendance de l'ego, c'est encore plus intéressant. Dans ce sens, ils sont encore valides dans l'être lénéen, parce qu'il parle de l'ego d'abord comme un objet, comme les autres objets du monde, ce qui est difficile vraiment à tenir. Après, il dit que non, c'est un objet spécial, c'est un objet qui surgit aussi avec la réflexion impure, mais qu'on ne peut jamais regarder en face. Il est toujours au coin de l'œil et il nous hante justement. Et c'est quelque chose que c'est moi, mais que c'est pas moi, mais qui est là. Donc, toute cette description des objets fantômes, temporalité fantôme, en même temps, elles amènent ces descriptions spectrales des non localisables qu'on peut pas intuitionner, qui m'arrivent par derrière. Et là, je pourrais vraiment, je ne vais pas citer plusieurs passages, mais c'est vraiment un peu étonnant quand même les descriptions sartriennes de tous ces mots d'être et de différents niveaux de hantises aussi et de différents niveaux d'objectivation. Par exemple, si on prend la question du pour autrui, il y a cette présence spectrale de l'autre que je ne vois pas, mais il y a l'autre quand il apparaît dans mon champ perceptif. Et là, j'ai commencé à faire des différences, des niveaux de hantise, de l'autre absent, de l'autre présent, de la facticité de l'autre implicite, de l'autre absent, de la facticité explicite. Et tout ça, ce sont des détails que Sartre donne lui-même, mais qui ne sont pas vraiment... sont pas organisés, on les trouve pas organisés dans l'être lénéen, mais qu'il est important de démontrer ces différents niveaux parce que si on reprend la critique de Merleau-Ponty par rapport à l'intersubjectivité, il a raison de dire qu'on ne peut pas penser l'altérité par des relations d'objectivation. On ne peut pas penser que tout mon côté objectif vient d'une rencontre avec l'autre par les regards et qui doit avoir déjà une intersubjectivité avant ce moment d'être regardé. Parce que sinon, vraiment, c'est un solipsisme, même difficile à imaginer. Par exemple, si on prend l'être lénéen, l'exemple fameux que Sartre donne du trou de serrure, il y a quelqu'un qui regarde au trou de serrure une scène de l'autre côté et Sartre dit il regarde par jalousie, par vice, par intérêt. Et là, il y a des bruits de part dans le corridor qui modifie complètement ce qui était en train de regarder, qui était pur,
immersion dans la scène, il n'y avait pas de moi, comme si c'était une pure subjectivité. Cet exemple est très bon pour montrer justement ce problème. Ou ce qu'il appelait dans Saint-Genet l'état de l'innocence, que c'était Genet enfant avant d'être nommé voleur, avant de la scène où il prenait quelque chose de ses parents adoptifs. Et ses parents ont dit, tu es un voleur. Et là, ça a provoqué la métamorphose de Genet qui a commencé à être hanté par les voleurs qu'il devait être. Et pourquoi ça c'est important? Parce que dans l'innocence ou dans la scène avant d'être regardé, on ne peut pas penser qu'il s'agit d'un poursuivre solipsiste. Parce que sinon, il n'y a pas de sens de penser la jalousie ou l'intérêt. Même ce qui a donné envie de regarder de l'autre côté de la serrure, ce sont des rapports. Il y a le langage, il y a les instruments, les outils qui sont décrits aussi par Sartre dans le chant de l'Iliade. Alors, qu'est-ce qui se passe, à mon avis? C'est que Sartre, il a parlé, au moment où il va parler d'autrui, il parle seulement de ce moment de la métamorphose. Il ne prend pas en compte tout ce qu'il a fait avant par rapport aux outils. Il ne prend pas en compte cette entre-subjectivité avant la métamorphose, avant ce moment d'être objectivé. Et là, on doit distinguer différents niveaux d'objectivation, justement. Parce que sinon, à chaque fois que je rencontre l'autre, je vais avoir une métamorphose traumatique qui va orienter un projet d'être, comme le cas de Genet, c'est pas possible. Alors, il faut distinguer les moments de la métamorphose et la hantise qui arrive à partir d'un moment que la psychanalyse appellerait justement un trauma ou un moment qui peut orienter d'une certaine façon, marquer d'une certaine façon le projet d'être. Et cette hantise-là, donc moi pour autrui, qui passe à hanter ce que je suis, ce que je dois être, dès cette hantise, avant la métamorphose, dans l'innocence même, qui est la présence spectrale de l'autre, dans le champ perceptif, absent du champ perceptif, ou même dans le fait d'être regardé. Et dans ces moments-là, de l'en-soi pour autrui, j'ai justement fait toute cette différenciation des niveaux d'objectivation en posant justement les problèmes du solipsisme. Alors, toute cette partie de l'ontologie, elle montre non seulement toutes ces zones d'opacité qui sont peuplées par des spectres, elle affaiblit le dualisme initial et en même temps, elle met en question, et ça c'est une partie que je mets dans la conclusion parce que ça m'intéresse beaucoup, la maîtrise de soi et tout ce qui était impliqué par la transparence de la conscience. Parce que j'ai commencé à appeler opacité spectrale cette autre manière de comprendre les champs subjectifs hantés par les spectres. Pourquoi opacité spectrale? Parce que Sartre, il pensait toujours l'opacité par rapport à la substance, à quelque chose de substantiel. Et ça, il ne pouvait pas admettre tout ce qu'il considérait substantialisé comme un habitant de la conscience. Mais le spectre n'est pas une substance. Et là,
il atteste quand même de zones d'opacité dans cette sphère auparavant considérée comme privée, mais aussi parce que la structure très réflexive même de la conscience sartréenne, qu'il appelle dyade fantôme, n'est pas une structure qui amène à une adéquation à soi, ni à une connaissance de soi. Et là, je pense que c'est très bien quand Vincent de Corbitaire, par exemple, dit que la translucidité totale, c'est l'aveuglement total. C'est pas du tout une connaissance de soi, c'est pas du tout une auto-intuition de soi qui pourrait fournir une maîtrise de soi. Il n'a pas d'illusion, même sans parler de mauvaise foi pour l'instant, que c'est un phénomène bien connu de la philosophie de Sartre, mais dans la structure même de la conscience, parce que spectrale, elle est fouillante, elle s'échappe, elle est brisée d'une certaine façon. C'est pas possible de la penser comme une adéquation. Et par là, on peut contester les problèmes de la transparence de la conscience en détail. Je pense que je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Alors, il est 21h59 et donc on vous remercie encore une fois, Amanda, d'avoir été parmi nous et de nous avoir donc présenté ce livre, l'anthologie de Sartre sur la spectralité dans l'être et le néant. Et donc, je vous remercie et je remercie Timothée, Jean-Baptiste qui étaient là et toutes celles et ceux qui nous ont suivis aussi à travers le canal Teams. Voilà, on s'en tient là pour